Session parlementaire du mois de mars. Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. En Argentine, un drame, la mort de 3 sportifs français, de l'équipe de télévision, des pilotes d'hélicoptères. Une réaction? C'est un accident comme il en arrive, hélas évidemment très triste, qui marque l'imagination parce qu'il s'agit de sportifs de haut niveau notamment. Que dire, hein, sinon prier pour eux et pour leurs familles. Je peut-être juste ajouter que personnellement je ne suis pas très fanat de cette multiplication des émissions de télé-réalité. Il y a quelque chose qui me gêne, mais je ne saurais pas l'expliciter. Au Parlement européen, le rapport Tarabella a été adopté avec beaucoup de voix UMP d'ailleurs qui ont voté ce rapport. C'est ce que vous appelez la culture de mort qui continue sa progression dans cette assemblée? Oui, bien sûr, il y a les incitations habituelles à l'avortement, etc. Mais c'est théoriquement un rapport sur l'égalité des hommes et des femmes. Mais ça aussi, c'est l'égalité des hommes et des femmes, très bien, sauf dans les domaines où les femmes nous sont supérieures. Il y en a quand même un certain nombre. Je ne voudrais pas que cela soit un pas dans ce qu'un excellent auteur a appelé la dictature de l'indifférenciation. Je crois qu'il y a une tendance, c'est l'idéologie révolutionnaire actuelle, mondialiste, qui n'est plus l'idéologie marxiste, l'idéologie racialiste de l'Allemagne nationale-socialiste, qui n'est pas l'idéologie rationaliste de la Révolution française, mais c'est une idéologie qui, comme toutes les idéologies révolutionnaires, vise à accoucher d'un homme nouveau. Cet homme nouveau qui ne serait, en réalité, cet être humain nouveau qui ne serait attaché à aucune nation, à aucune patrie, à aucune race ou à aucun groupe ethnique, peu importe les mots, à aucune culture, à aucune religion, qui aurait à la rigueur le droit d'avoir une religion à condition que toutes les religions culminent dans la pseudo-religion des droits de l'homme sans Dieu, comme disait le regretté Jean Madiran. Et qui ne serait par conséquent d'aucune patrie, d'aucune nation, d'aucune famille, d'aucune religion et même d'aucun sexe. C'est ce vers quoi, hélas, tend la majorité actuelle dans ce Parlement, plutôt qu'au contraire d'essayer de refonder la société sur les valeurs européennes, et notamment l'héritage classique et chrétien. Alors en revanche, on vous a vu rappeler au règlement Martin Schulz, le président, suite à des déclarations et à l'officialisation d'une possible enquête qu'il a communiquée notamment aux journalistes du Monde concernant les assistants parlementaires. Oui, pas seulement, mais j'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal à m'exprimer, hein, parce qu'on peut s'exprimer sur tout et n'importe quoi dans ce Parlement quand on appartient à un groupe majoritaire, y compris un certain nombre de personnes qui, au cours de cette séance, l'une a mis en cause un député de la Ligue du Nord pour ses propos sur les Roms, l'autre... tout ça, ce sont de bons rappels au règlement. Mais quand moi je brandis le règlement avec des articles du règlement qui sont très clairs, très précis, à ce moment-là, oh là là, il faut faire une enquête, a dit la présidente de séance, malheureusement en l'absence de M. Schulz lui-même, pour voir si ça rentre bien, si l'intervention que se propose de faire M. Gollnisch, avant même qu'on l'ait entendu, ça rentre bien dans les canons, dans les règles de ce Parlement, et si on peut l'autoriser à dire ce qu'il a l'intention de dire. Alors qu'est-ce que j'ai voulu dire à ce stade? Écoutez, cette affaire est mirobolante. En arrivant dans ce Parlement lundi, j'apprends par la presse, par les médias, hostiles évidemment, que le président socialiste allemand du Parlement européen, M. Schulz, nous met en accusation. Nous, les députés, nos assistants, nommément, faisant circuler d'ailleurs des documents, etc., auprès de la presse la plus hostile, sans même nous avoir entendus, ce qui est contraire à tous les principes du droit et à tous les usages parlementaires. Bon. Et quel serait notre crime? Ce serait que certains de nos assistants exercent des fonctions politiques au Front National. Oui, parfaitement. Nous préférons quand même, en règle générale, hélas peut-être pas toujours, mais la plupart du temps, puiser nos assistants dans le vivier, effectivement, de ceux qui participent à notre action militante, plutôt que chez les socialistes. Sauf qu'ils doivent travailler pour l'Europe. Oui, pour les activités des parlementaires. Ils doivent travailler pour l'Europe, mais il est extraordinairement difficile
de dire ce qui est du travail parlementaire, de dissocier ce qui est du travail parlementaire et de ce qui n'en est pas. Est-ce que vous croyez, les assistants, ce qu'on appelle les assistants locaux, par exemple, à l'Assemblée nationale, à quoi passent-ils leur temps? À vanter dans la circonscription les mérites de leurs députés, à recevoir un certain nombre de quémandeurs, à arranger tel ou tel coup, à traiter tel élu local. Est-ce que ça a à voir, ce genre d'activité, est-ce que ça a à voir avec le travail parlementaire? Est-ce que ça a à voir avec le travail législatif? Bien sûr que non. Il n'y a que les imbéciles, les ignorants ou les malveillants, l'une et l'autre qualité d'ailleurs ne s'excluant pas, qui peuvent croire que la vie politique, qui est un combat permanent au service d'une cause, ça se tronçonne, ça se sépare. Le président du Parlement, en plus, a commis cette véritable forfaiture qu'il saisit un organisme d'enquête précisément sur la lutte antifraude, anticorruption qui s'appelle l'OLAF. Et il saisit sa grande copine, Madame Taubira, ministre socialiste de la Justice, pour lui demander de nous poursuivre avant même que l'enquête de l'OLAF ait commencé. C'est absolument incroyable. Et comme je l'ai dit, j'étais un peu remonté, même remonté à bloc, parce que j'en ai vu beaucoup dans ma vie parlementaire, ce qui fait que mes capacités d'indignation ont tendance à s'émousser. Mais quand même, là je dois dire qu'en 30 ans de vie parlementaire, je n'ai jamais vu un comportement aussi partial et aussi partisan. En tout état de cause, je ne crains pas du tout les enquêtes en question, sauf si elles sont animées par des gens malveillants, bien évidemment. Mais surtout, ce que je souhaiterais, c'est qu'on étende l'enquête, comme je l'ai dit, à tous les députés et à tous les assistants. Parce que une petite analyse superficielle, nous sommes allés voir dans le domaine public, rien que chez les socialistes français, en une heure de temps, on en avait repéré 9 qui exercent des responsabilités notables au Parti socialiste. Vous parliez de partialité. Manuel Valls, hier, faisait face à Marion Maréchal Le Pen dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ce coup-ci. On a vu un Manuel Valls très remonté, disant très clairement qu'il fallait, et ce sont ces mots, stigmatiser le Front National. Le Premier ministre a dérapé. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que France 2 ne va pas me reprocher de parler de la politique interne ici, alors que nous sommes au Parlement européen? Ça va se retrouver sur le 20h de M. Pujadas. Oui, j'ai trouvé effectivement M. Valls très excité. De plus en plus surexcité. Et là aussi, quand même, j'ai une certaine expérience de la politique, mais je trouve ça assez surprenant. Normalement, dans un pays prétendu démocratique, fondé non pas sur les voleurs, mais les valeurs de la République, eh bien, le gouvernement gouverne, l'opposition critique ou fait des propositions. Mais là, nous avons l'exemple d'un Premier ministre qui délaisse presque ses fonctions départementales, ses fonctions nationales et gouvernementales pour partir en guerre dans des élections locales, départementales, pour partir contre une formation d'opposition qui n'a aucune responsabilité, au moins pour cette simple raison qu'elle n'a jamais tenu le manche dans les malheurs actuels de notre pays. Il le fait en tant que chef de la majorité. Il le fait en tant que chef de la majorité, mais je crois effectivement que Marine Le Pen a eu raison de dire que c'était chez lui un TOC, un trouble obsessionnel du comportement, que de s'en prendre, encore une fois, à une seule formation, une formation d'opposition, le Front National, qui agit de façon parfaitement régulière, qui se soumet au suffrage des Français, qui est parfaitement pacifique, qui subit en silence et avec patience des lois injustes qui, jusqu'à présent, minorent sa représentation. 2 députés seulement à l'Assemblée nationale, depuis peu, fort heureusement, de sénateurs. Aucun conseiller général, alors qu'il y en a des milliers, conseillers, il faut dire maintenant conseiller départemental. Je suis certain que nous allons en faire entrer des centaines dans ces assemblées départementales. Et alors, où est le mal? Autre comportement, c'était celui de Mazarine Pinjot, qui était contributrice dans une émission où vous figuriez samedi dernier, diffusée samedi dernier, les grandes questions sur les théories du complot. La fille de François Mitterrand, pas trop d'amitié pour vous? C'est le moins qu'on puisse dire. Elle a été d'une assez fantastique agressivité.
Et j'ai peut-être commis un excès de mansuétude. Je me suis dit qu'elle devait avoir eu une enfance ou une jeunesse un peu difficile, que c'est pas toujours très facile d'être la fille d'un homme célèbre. Elle est venue me titiller sur un thème qui n'est pas tout à fait nouveau, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, sur laquelle, vous savez, on n'a pas le droit d'exercer quelque sens critique que ce soit. Un reste de galanterie m'a empêché de lui demander à combien avait été évalué dans la succession de François Mitterrand, son père, la francisque remise par le maréchal Pétain, ou si elle assistait au dîner avec M. Bousquet, qui avait été accusé par les amis politiques de son père, d'ailleurs, de collaboration, etc. Bon, je ne l'ai pas fait. Je dois dire aussi que je ne l'ai pas fait aussi, sans doute, parce que je n'aime pas ces visions simplistes. Je pense, après tout, qu'on pouvait à la fois être à Vichy et être résistant, comme l'a sans doute été François Mitterrand, mais qu'au moins son héritière devrait prendre conscience de la complexité des choses. Alors, pendant la diffusion de cette émission, vous étiez à Beyrouth. Bruno Gollnisch, parlez-nous de votre voyage. Des rencontres, des situations particulières? Oui, je n'y ai passé qu'un peu plus de 2 jours. C'est-à-dire que c'était très bref. J'accompagnais à titre privé mon frère, Pascal Gollnisch, qui est directeur de l'œuvre d'Orient, laquelle vient au secours, s'efforce de venir au secours des malheureux chrétiens d'Orient. Du travail c'est le moins qu'on puisse dire. Dont le sort, ils sont massacrés, ils sont chassés de chez eux et ils subissent une barbarie effroyable, alors qu'ils sont les premiers occupants de ces pays-là. Ils sont parfaitement légitimes. Historiquement. Historiquement, nationalement, ils étaient là avant la conquête arabe de ces pays et ils ont maintenu leur identité. Mon frère a été distingué au cours d'une admirable cérémonie liturgique avec un grand concours de peuples, mélange, je dois dire, la liturgie orientale avec les you-you d'acclamation et de joie des fidèles. C'était extrêmement émouvant, en tout cas pour moi. Il a été distingué par le patriarche syriaque. Vous savez, les Syriaques célèbrent la messe en araméen, qui était la langue même du Christ. J'ai rencontré aussi le patriarche maronite, qui est une autorité très importante au Liban. Et puis alors, à titre personnel et tout à fait en dehors de cette délégation de l'œuvre d'Orient, j'ai rencontré l'ancien président Amin Gemayel, qui est un ami, et son fils Sami. Alors, pour fixer les choses, le président Gemayel, qui est issu de la communauté maronite, comme généralement les présidents, les chefs d'État libanais, a eu son frère Béchir, qui a été lui-même président, assassiné. Avec Béchir a été assassiné, je crois, ont été assassinés 1 ou 2 enfants de Béchir, petites filles, etc. Et puis beaucoup plus tard, le fils même du président Gemayel, Pierre, a été assassiné. Il m'a remis un livre à la mémoire de Pierre. Autrement dit, l'histoire de cette famille est parfaitement représentative du martyrologue libanais et plus généralement de celui des chrétiens d'Orient. J'aimerais bien que l'Union européenne fasse davantage. J'aimerais bien aussi d'ailleurs que l'on mette devant leurs responsabilités ces pays arabes avec lesquels nous entretenons des relations commerciales. Que fait la Ligue arabe, qui est affiliée à l'Organisation des Nations Unies, pour combattre cette verrue purulente qu'est ce prétendu État islamique qui se distingue contre les personnes, contre le patrimoine artistique, par une barbarie sans nom. Alors, Bruno Gollnisch, la campagne des élections départementales et même des élections municipales pour la partielle qui va se dérouler dans le Rhône va vous voir débarquer à Lyon pour 3 réunions, je crois. Oui, ce qui prouve que je n'ai pas perdu le contact avec la région Rhône-Alpes, même si je suis très heureux d'avoir assuré ma succession au Conseil régional. Je vais soutenir demain soir à Vénissieux
nos candidats, puisqu'il y a une municipale partielle suite à l'annulation des élections dans cette ville, qui est, je le rappelle, la 3e du Rhône. Vénissieux, c'est les Minguettes, c'est un secteur extraordinairement difficile, tenu pendant très longtemps par les communistes, les socialo-communistes. Aujourd'hui, j'espère bien qu'on va finir par les en déloger un jour. Et puis je vais soutenir aussi nos candidats. Je fais le lendemain, vendredi, je fais une réunion à Genasse, qui est une ville de la banlieue lyonnaise également, à l'est lyonnais. Et le surlendemain, je fais samedi matin à 11h, je fais une réunion dans le Beaujolais. Et je ne manquerai pas, évidemment, de communier dans les libations qui accompagnent normalement toute campagne électorale digne de ce nom, en tout cas au Front National. Bruno Gollnisch, je vous laisse repartir en séance. À bientôt. Merci. Au revoir.